Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Et en fait, tout ce qui se passe dans notre évolution, les actualités, ce qu'on peut parler, traiter comme actualité ou comme notre histoire, de l'évolution, eh bien, tous ces événements conduisent l'humanité vers sa perfection, quels qu'ils soient, les événements. Alors évidemment, il vaut mieux évoluer par la paix plutôt que par la guerre. Il vaut mieux évoluer par la construction écologique que par la destruction ou la maltraitance de la planète, etc. Ça, c'est tout être humain, sur les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, la totalité penserait ainsi. Mais il y a la fatalité. On est soumis à nos pulsions, à nos tendances, à des choses archaïques qui nous restent de notre origine primate, lorsque nous étions des primates naturels. Le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, l'agressivité, la jalousie, etc., etc. Alors, à l'échelle individuelle, mais également à l'échelle d'une nation, c'est exactement la même chose. Actuellement, il y a des empires qui veulent garder leur hégémonie, l'Occident. Mais ça a été pareil avec les Romains, avec les Perses, avec tous les empires, tous les systèmes dominants veulent perdurer. C'est pratiquement naturel. Et pour changer, lorsqu'il faut évoluer, lorsque un système a fait son temps, comme à mon sens c'est le cas pour l'Occident, alors même si ça prendra encore un peu du temps pour qu'il passe à l'universel, parce que maintenant, ce qui se profile, ce n'est pas un nouveau empire qui va s'imposer, c'est un système universel. On va vers la solution de l'humanité. On va vers le solutionnement de notre humanité. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais on voit bien qu'on va vers cette unité, cette universalité, la paix universelle, tout ce qu'on peut imaginer de positif pour l'humanité. On est en train d'aller dans cette direction-là. Même si, parallèlement à ça, il y a encore les états d'esprit archaïques qui pensent qu'il faut garder l'impérialisme, continuer à dominer, aller agresser tel pays, se mettre en guerre, protéger des injustices, etc. Comme on le voit là, c'est en train de se cristalliser. C'est au regard de l'humanité que les injustices se passent aujourd'hui, alors qu'avant, ça passait un peu crème, comme on dit. Maintenant, là, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. Voilà. Alors, pour éclairer un peu cette théorie, je m'appuie sur des vidéos parfois, sur des émissions, comme là, par exemple, sur France Inter, une émission qui s'appelle Enquête de politique et qui est présentée par... je m'en souviens plus. Enquête de politique, voilà. Donc, et qui invitait il y a quelques jours Pierre Cernat. Et donc j'ai écouté cette émission hier soir et j'ai trouvé ça vraiment génial. Pour lui, le centrisme, alors qui ferait un petit peu, ça serait un petit peu une façon de penser, une idéologie qui essaierait de réunir le système réactionnaire, en fait, où on peut dire les conservateurs, et de l'autre côté les progressistes.
l'extrême droite et l'extrême gauche, en gros, hein, et qui voudrait un petit peu maîtriser cela et s'imposer entre ces deux idéologies qui cherchent également le pouvoir. Et évidemment, dans ma théorie, je montre cette mécanique, cette tension entre conservateurs et entre réactionnaires et progressistes est un des moteurs de l'humanité. Mais parfois, le centrisme peut devenir un extrême centrisme, comme on pourrait parler de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Et donc, Pierre Cernat démontre bien cette logique, ce mécanisme, qui a été le fer de lance de l'époque, justement, bonapartiste, de la fin de la Révolution française. Il y a eu cette partie de l'idéologie qui a essayé de se placer au centre, qui se sont appelés d'ailleurs la Plaine à l'époque, parce qu'il y avait les montagnards, peut-être parce qu'ils siégeaient en haut de la tribune, et puis les Girondins. Et donc les Girondins étaient plutôt du côté des réactionnaires, et les montagnards du côté des ultra-révolutionnaires, de l'extrême gauche en gros. Et donc, au milieu, s'est trouvée cette frange qui a été la Plaine. Donc, et où s'est apparemment trouvé Bonaparte. Et poussé apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais tout ça, c'est à vérifier quand même, hein, parce que mon écoute est un peu autistique, donc je retiens un peu des fois des choses un peu pas forcément correctement. Et donc, qui aurait été un peu mis en place par Robespierre, curieusement. C'est vraiment incroyable. Donc Napoléon, Bonaparte, était déjà dans le foyer de la Révolution. Il était là. Et en fait, quand il s'est amené comme centriste, mais ce dont parle donc Pierre Cernat, c'est que cette recherche du milieu génère bien souvent de l'autoritarisme pour s'imposer, pour se maintenir en place. Une fois que ce système centriste s'est imposé, il a besoin d'un usage excessif des instruments de la coercition, donc de la force, la police, l'armée, etc. Et on voit qu'on a affaire à un système comme ça, qui s'est imposé actuellement en politique, en se prétendant être centriste, donc prenant des gens de gauche et de droite, il s'impose là, mais par la force. Parce qu'il y a un tas de révoltes qui couvent, qui sont là. Il y a eu les gilets jaunes, etc. On a bien vu comment ça a été réglé dans le sang, en réalité, l'affaire. Alors, évidemment, c'est pas dans le sang comme en 70, pendant la Commune, ou voilà, avec des meurtres en série. Mais voilà, on est quand même dans la violence de la répression. Et ça, Pierre Cernat le montre vraiment bien. Donc on va reprendre l'écoute et on commente éventuellement. Cher sur le directoire. Mais alors, Pierre Cernat, tout ce que vous nous dites là suggère la modération. On parle d'équilibre, aller dans un sens mais ne pas aller trop loin, ne pas reculer. Ce centrisme, l'honnêteté, le dépassement, se propose comme ça. Les utilisés peuvent raisonner avec les termes d'aujourd'hui, le cercle de la raison, ces choses-là, en même temps. Voilà, mais c'est ce que c'est comme ça que ceux qui s'imposent en tant que centristes s'imposent. C'est pas parce qu'on est du centre, c'est pas parce qu'on se prétend représentant de l'équilibre ou promoteur de l'équilibre, de la pondération, de la modération, qu'on n'est pas un extrémiste pour autant. Il peut y avoir une politique, j'allais dire radicale, du centre,
qui n'est pas forcément modéré. Et voilà l'aporie de ce centre-là. C'est ça. Je vous disais au début de la conversation que la vie politique s'est divisée en France de façon très très forte, à l'été 89, sur l'idée de quelles sont les prérogatives du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Or, ces hommes du centre sont des fins politiques, sont des hommes qui ont eu l'expérience de l'État pendant le gouvernement révolutionnaire. Il fallait lutter contre toute l'Europe et ils ont remporté la guerre. Et en fait, ils se rendent compte que, eh bien, pour pouvoir gouverner, c'est peut-être le pouvoir exécutif qui est peut-être plus important que le pouvoir législatif. Plus efficace, en tout cas. En attendant. Voilà, donc il s'impose sur le... C'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, la vidéo précédente. Ces systèmes centristes injustes, en fait, qui ne sont pas démocratiques, qui ne s'imposent pas au centre, qui ne choisissent pas le centre pour le bonheur du peuple. Ils choisissent le centre pour être élus, tout simplement. Et donc, ils sont malins, ils sont intelligents, ils savent... ce sont des bons orateurs, comme on les reconnaît aujourd'hui, hein, exactement les mêmes. Donc ils savent s'imposer en termes de politique, mais une fois qu'ils sont en place, pour se maintenir, ils sont obligés d'utiliser la force. Plus opératoire. Oui. Comme le disait Barrère, il ne suffit pas de voter les lois, il faut... Et de passer en force sur l'Assemblée. Voilà, donc même si l'Assemblée nationale décide de telle loi, si le gouvernement décide de passer outre, eh bien, il va sortir le 49.3 et il va s'imposer, il va l'imposer. Donc, c'est un système d'utilisation de la force. C'est antidémocratique en réalité. Pour les appliquer. Et donc, à même si ça fait partie de la loi. On va avoir un triptyque qui constitue justement mon hypothèse de travail pour définir ce néologisme qui n'existait pas et qui me permet de pointer un point aveugle de l'histoire politique française. Nous avons des hommes qui manient une rhétorique très forte, celle de la pondération, de la modération. On n'est plus dans l'anathème, on n'est plus dans l'attaque, on est au contraire dans une sorte de stoïcisme républicain romain qui est rappelé. C'est exactement ça, ce que font les hommes politiques là. Ils se disent, nous, on n'est pas dans l'anathème comme l'extrême gauche, comme l'extrême droite, on est autre chose. Et c'est comme ça qu'ils imposent leur vision, mais en réalité, ce sont des extrémistes et des antidémocrates. Dans ces paroles. Mais cette politique-là est une politique d'hommes qui font partie d'une élite politique et qui se donnent les moyens d'aller d'un côté ou de l'autre. Donc le girouettisme est constitutif de ce centre-là. Alors il parle de l'époque napoléonienne, de l'époque de la Révolution, mais en faisant référence aussi exactement à ce qu'on vit actuellement. Le girouettisme, on est exactement dans ce mécanisme-là. C'est le pouvoir à tout prix. Donc pour le pouvoir, on est une girouette, puisque on n'a pas de la seule valeur fondamentale, c'est rester au pouvoir, être au pouvoir, se maintenir au pouvoir, installer ses amis au pouvoir, etc., etc. Donc, le mécanisme de la girouette est logique. C'est un chef d'État comme De Gaulle, par exemple, qui avait la vision de la France, des Français, etc., peut-être Pompidou également, voilà, ou même Giscard, je ne sais pas, et même peut-être Chirac, qui ont une autre vision, qui ont une vision démocratique et la vision du peuple, ne sont pas des girouettes. Ils ont un schéma et ils ne vont pas, pour faire plaisir, dire que... donc ce qui donne que De Gaulle a affirmé vraiment ce qu'il pensait. Il a toujours parlé comme il pensait les choses. Et je pense que Pompidou a fait un peu la même chose, etc. Voilà, et Chirac aussi. Voilà, c'est des gens à qui on n'impose pas. Parce que le peuple, ils ont comme vision première le peuple. Ce sont des démocrates. Ils cherchent à avoir le pouvoir pour la beauté de la politique, pour la réalité de la politique.
Tandis que les girouettes se font élire au pouvoir parce qu'ils veulent être au pouvoir pour thésauriser les privilèges, et pour eux et pour la caste qui les a mis au pouvoir, tout simplement. Donc ils n'ont pas une vision réellement démocratique. C'est comme ça, c'est ceux-là qui se sont imposés depuis les années 90, c'est ces hommes politiques-là qui s'imposent en Occident, que ça soit ici ou aux États-Unis ou en Europe, en Italie, ailleurs, n'importe où. On a affaire à des hommes politiques comme ça, des hommes, des femmes politiques comme ça, en Occident, qui n'ont pas cette vision démocratique de leur métier. C'est-à-dire des hommes qui peuvent être plutôt à gauche, plutôt à droite, et puis qui à un moment donné comprennent qu'en faisant des alliances au centre, ils vont conquérir le pouvoir. Or, agir avec le pouvoir exécutif, puisque ce sont des gens qui n'ont pas forcément de principe idéologique, voilà, mais qui ont c'est exactement ce que je viens de dire. D'opérer soit des réformes, soit de tenir le gouvernement, bien, elle exige que l'on tienne les deux forces. Voilà, ils veulent opérer les réformes pour qui? Pas pour eux, parce que Macron, il s'en fiche que la retraite soit reculée ou pas. C'est parce que l'oligarchie qu'il a mis en place veut ce genre de choses. C'est parce que le patronat veut ce genre de choses. Donc, en réalité, le besoin d'atteindre le pouvoir, c'est uniquement pour satisfaire le groupe qu'il a mis en place. Armée du pouvoir exécutif dans tout système parlementaire, la police et l'armée. Et donc, ils se tiennent avec ça. On va aller de centrisme cette semaine encore. Nous sommes cette fois-ci avec Pierre Cernat, historien. Pierre Cernat revisite l'histoire du centrisme. Matrice de République démocratique dans le monde. 1. Girouettisme. 2. Politique modérée. 3. Utilisation du pouvoir exécutif. Alors, il faut... j'essaie de... Au moins pour le pouvoir exécutif, il correspond. Oui. Mais les deux autres, non. Ouais. Et donc, ils ne rentrent pas dans la figure, dans la matrice, parce que j'essaie de se dire que c'est la vérité. Mais c'est à la catastrophe. C'est-à-dire que rien ne prédisait que le directoire devait se terminer par Bonaparte. C'est comment les démocrates peuvent être un petit peu torturés par ces deux événements, mais en réalité, la France, quand il a perdu le référendum de 69, la France s'est installée dans un bipartisme démocratique, a sauvé la République de façon... En 58, on sait comment. Des figures de l'extrême centre ont pu apparaître, mais cette extrême centre... Je vais directement vers la fin. C'est un moment éphémère, comme vous l'avez compris. Alors, ça, c'est intéressant. Et puis, les moments d'extrême centre, comme on le vit actuellement, il dit que ce sont des mouvements éphémères. En fait, ils sont là pas en temps de crise pour bon, et on peut l'expliquer. Moi, je pense que ça vient tout à fait avec la prise de pouvoir du néolibéralisme, c'est-à-dire du libéralisme tout-puissant. Une fois qu'il a flingué son adversaire, le communisme, que le mur de Berlin est tombé, le libéralisme est parti dans sa toute-puissance, c'est l'oligarchie qui s'est imposée, et c'est grâce à l'oligarchie, c'est l'oligarchie qui impose ces centristes d'extrême centre, en somme. Voilà. Donc, et par contre, il dit bien que leur pouvoir est éphémère, qu'ils sont là pour un temps juste pour résoudre un truc qui doit se résoudre là, mais ça perdure pas, quoi. Pas plus que Napoléon. Napoléon, il est allé, voilà, il s'est imposé et il est allé en quelques années, il est allé jusqu'au chaos. Jusqu'à la frontière russe, et puis voilà, il a dû refluer, et ça a été fini. Bon, donc c'est bien des moments, ils sont là pour passer d'un mouvement à un autre, pour faire comme une transition en somme, pour passer à une autre étape de l'évolution de l'humanité. Et je pense que voilà, les chefs d'État actuels dans l'Occident, avec Emmanuel Macron comme symbole pour nous, ils sont là juste pour passer du néocolonialisme, de l'impérialisme occidental à autre chose. Donc ils vont conduire, à mon sens, l'humanité
vers l'Occident, vers une sorte de chaos qui va obliger de passer sur une autre dimension de conscience, de partager le pouvoir, de partager avec le monde, d'avoir une autre vision du monde, de faire tomber le narcissisme occidental. C'est ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Et partout sur la planète, les narcissiques qui sont au pouvoir, ici, partout où il y a des foyers de guerre, c'est des narcissiques qui sont au pouvoir dans le système. Donc c'est ça qui est en train de s'araser, voilà, par le pire. Après, sans qu'il n'ait aucun rapport l'un avec l'autre, bien évidemment, Pétain ou bien le général de Gaulle. Mais justement, c'est ça qui est intéressant pour l'historien, comprendre non pas les points de comparaison, mais comprendre plutôt d'autres matrices historiques françaises. C'est-à-dire la matrice historique qui permet à un personnage, à un moment donné, de reconfigurer par la force de son verbe l'espace mental politique, c'est-à-dire dire mais la gauche est ici, la droite est ici. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il a soit le charisme, soit l'opinion publique avec lui, soit l'urgence, soit la terrible crise qui se pose. Les circonstances, comme disait le général de Gaulle. Exactement, les événements. Mais alors là, le général de Gaulle oui, était peut-être autoritaire. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas sauvé la République de façon... En 58, on sait comment, et en 62, on sait comment. Les démocrates peuvent être un petit peu torturés par ces deux événements, mais en réalité, la France, quand il a perdu le référendum de 69, la France s'est installée dans un bipartisme démocratique, droite-gauche, gauche-droite. Merci à lui quand même, non ? Merci à lui, si vous voulez le dire, vous le direz vous, mais je ne le dirai pas parce que je pense que la constitution qu'il a créée pour lui et à sa taille est désormais démesurée par rapport... L'exécutif et le législatif est trop déséquilibré. Et désormais... Voilà, là, c'est vrai, ce qu'il a créé, c'est pour ça que les LFI réclament de passer à la 6e République, parce que effectivement, c'est trop démesuré entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif a trop de pouvoir. Le chef d'État fait ce qu'il veut. Il peut partir en guerre, il peut entraîner l'ensemble de la nation dans un désastre. Il en a le pouvoir. En réalité, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ça, c'est une horreur, quoi. Et on le voit d'ailleurs. C'est le meilleur moyen de conduire un chef d'État à la toute-puissance. On va arrêter là pour cette vidéo. Je reprendrai dans la foulée, tout de suite derrière. Merci, à très bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir, de mettre des pouces, de vous abonner, etc., d'envoyer le lien à vos amis et d'écrire des commentaires. J'y réponds systématiquement.